Écoutez ce qui se passe du côté des États-Unis, puisque la force dont vous parlez, que Trump utilise, il l'a utilisée pour faire pression au Proche-Orient. Marc avant, puisqu'après on va... Non, vous êtes toujours là. Vous êtes vissé à votre siège, Henri Guénaud. Écoutez Trump, ce clip que produit la Maison-Blanche sur la volonté militaire de tenir les objectifs des États-Unis. Hold the line. Stay with me. Brothers, what we do in life echoes in eternity. Strengthen up. At my signal, unleash hell. Henri Guénaud, à l'époque où vous étiez à l'Élysée, vous auriez fait un clip comme ça avec Nicolas Sarkozy? Ça montre à quel point le monde a changé quand même. Et en l'espace d'un an, là, c'est vraiment, il a totalement basculé. Le désordre est partout. Enfin, l'absence de limite est partout. Voilà, je veux dire. Allez, ne soyez pas si conservateur. Ce président, alors, on va voir par. Non, mais justement, j'allais vous dire, c'est quand même très intéressant ce qui est en train de se passer aussi. C'est que la conversation qu'on a aujourd'hui sur est-ce qu'il y a un morceau du Donbass qui va passer de l'autre côté ou pas, c'est hallucinant par rapport à ce qu'on se disait il y a un an. Il y a un an, il était inacceptable que la moindre parcelle du territoire ukrainien d'avant l'invasion russe puisse être, et même la Crimée, puisse être cédée aux Russes. C'était une catastrophe, c'était une capitulation, c'était bon. Aujourd'hui, on en est à discuter d'un petit bout du Donbass. Voilà, et de la centrale de Zaporijjia, mais le chemin parcouru, il est considérable. Et Donald Trump, avec toute son imprévisibilité, ce caractère fantasque, son caractère aussi très américain, je suis le plus fort et donc je marche sur les pieds de tout le monde, il a quand même réussi une chose, c'est à remettre la discussion et la négociation au cœur de cette histoire. Voilà. Et donc, effectivement, je partage assez l'avis de l'ambassadeur Blanche-Maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu, malgré tout, que dans l'année 2026, on arrive à trouver... Est-ce que ça veut dire que ça vous rassure? Au fond, la vieille expression de gendarme du monde, on a tellement dit, vous allez voir, Trump va se reculer, va moins se mêler les affaires du monde. Non, ce clip dit pas ça. Ce clip montre qu'il est là, il est bien là, la puissance américaine est là, et elle n'a pas de complexe. Ah mais alors là pour le coup je parle aussi en tant que citoyenne américaine, c'est absolument pas rassurant. C'est pas l'Amérique qui nous rassurait. On se souvient quand même des 33 pages où en gros il parle de l'alignement idéologique avec une certaine partie de l'Europe. Attendez, l'Amérique qui envahissait l'Irak, vous rassurez davantage? Non, mais je dis pas ça, mais je parle de l'Europe aujourd'hui. Ouais. Je parle de l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont pas faire plus de l'ingérence? On parle de l'ingérence russe, mais pourquoi on parlerait pas de l'ingérence américaine? Justement sur notre territoire, alors que ce gouvernement qui a un rapport assez problématique avec la vérité, avec les chiffres et avec notamment la liberté d'expression, c'est pas forcément ce qu'on a veut pour chez nous. En tout cas, regardez, il intervient. Dernier développement, c'est ce qui se passe là ce soir en ce moment au Venezuela. Alors, il y a le déploiement des avions de chasse. Vous voyez ces images, ce sont de nouvelles images du déploiement d'avions de chasse, de drones et de véhicules militaires à Porto Rico. Le président Trump renforce la présence militaire américaine dans les Caraïbes dans le but déclaré de lutter contre le trafic de drogue dans la région. 15 000 personnes pour l'instant opèrent dans la région et ce ne sont pas que des préparatifs, c'est ce bombardement qui a eu lieu déjà. Il a été confirmé par les Américains, cette zone de mise à quai pour des bateaux présentés par l'armée comme impliqués dans les opérations de narcotrafic. On va voir l'image dans un instant. Jusqu'à présent, l'administration américaine n'a pas apporté de preuves supplémentaires, mais il y a ce bombardement impressionnant. Regardez. Alors ça, c'est le bombardement, voilà. Et puis le bombardement du quai de transbordement, c'est un port. Hein. Là, on passe au bombardement terrestre. C'est quand même un cap de la part des Américains. Et c'est le CIA, hein, c'est pas les forces armées, il faut le dire. Non, là, on passe un cap, sans, comme vous l'avez dit, Darius, des preuves. Même en interne aux États-Unis, ça pose problème, parce que comme c'est censé être la lutte contre les narcotrafiquants, il faut se rappeler que beaucoup passent plus par le Mexique que par le Venezuela. Donc il y a quand même un certain nombre de problèmes, même en interne, mais effectivement, on passe un autre cap, et avec beaucoup de navires dans la zone, donc on peut attendre à peut-être des choses s'accélèrent. Oui, mais voilà, il y a quelque chose qui a profondément changé, parce que vous dites, c'est pas ce qu'on souhaite pour notre pays, c'est pas ce que les uns et les autres souhaitent, mais en tout cas, Trump, il incarne idéologiquement une fracture idéologique qui traverse aujourd'hui tous les pays occidentaux.
et même une partie du monde. C'est-à-dire qu'il incarne un retour de balancier très fort dans l'autre sens, car la liberté d'expression avec le wokisme, elle n'était pas non plus garantie. Hein. Vous voyez comment on avait une espèce de révolution culturelle qui pouvait pousser les enseignants au suicide dès lors qu'ils étaient pas d'accord avec la convergence des luttes, comme on dit aujourd'hui. Bon, donc tout ça n'est pas un hasard, il n'est pas dû qu'à Trump. Trump, il est l'expression d'une fracturation de nos sociétés. Voilà, et c'est le pendant du slavophilisme en Russie. C'est le pendant aussi de ce que cultivent les Chinois aujourd'hui avec leur retour aux sources de l'Empire chinois, aux sources de la culture chinoise et de l'identité chinoise. C'est pareil en Inde. Pareil en Inde, il faut regarder cette toile de fond. Si on ignore cette toile de fond, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Parlons des interventions partout aux États-Unis. Regardez cette carte, c'est-à-dire que Trump, dont on disait encore une fois de plus, les commentateurs se sont trompés, les journalistes se trompent souvent, c'est ça, c'est le charme de l'exercice. Quand on fait plein d'hypothèses, c'est le jeu. On disait il va pas se mêler le moins possible. Non, il y a beaucoup de lieux où il est intervenu de façon assez considérable, mais toujours en se retirant assez facilement dès que possible. Venezuela, c'est en cours. Nigeria, il a bombardé, c'est il y a quelques jours, le groupe État islamique. Syrie. Yémen, les Houthis. Iran, c'est le bombardement avec les B-2, bombardement avec ces avions. Et puis l'Asie du Sud-Est, ils sont très actifs maintenant à l'égard des Chinois. Est-ce que c'est bien joué? Est-ce que c'est habile, selon vous, cette attitude de Trump? Il n'y a pas d'envahissement, il n'y a pas de ce que fait Bush en Irak, etc. Il y a une différence avec ce qui se passait avant. Et alors, c'est bien? C'est mieux ce qui fait que d'envoyer des troupes sur place, comme on l'a fait en Irak, comme ils ont essayé de le faire en Somalie, enfin avec les résultats que l'on sait. Maintenant, ça a ses limites aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va devenir insupportable pour une partie du monde. Voilà. Et pour l'Europe aussi, parce que on a enfin compris que le découplage, il était amorcé. C'est-à-dire, il veut bien se battre idéologiquement pour que l'Europe elle bascule, mais il va pas engager l'avenir des États-Unis, la survie des États-Unis, pour protéger l'Europe dans une guerre contre la Russie ou contre n'importe quel autre pays. Et donc la seule solution que nous avons, c'est d'abord de rétablir la cohésion de nos sociétés, et deuxièmement de nous réarmer le plus possible. Mais nous réarmer, c'est pas envoyer nos enfants dans les plaines d'Ukraine. C'est nous réarmer pour dissuader toute attaque et pour éventuellement y répondre si nous sommes attaqués. Ira-t-il jusqu'à renverser le régime Maduro? Regardez comment réagit Maduro. C'est une vidéo de la soirée, c'est l'ambiance Nouvel An un petit peu qui gagne la terre entière, et c'est Maduro, on danse beaucoup. Le régime Maduro, c'est une dictature, c'est pas le régime... Oui, mais vous renversez pas un régime si vous y allez pas. C'est-à-dire si vous n'envoyez pas des troupes. Enfin, moi, je ne connais pas de cas de cette nature. Et donc, je ne suis pas convaincu qu'en s'en tenant au bombardement, il soit capable de renverser le régime vénézuélien. Voilà. Sauf si une bombe tombe par hasard sur Maduro. Oui, par hasard. C'est un hasard. Ce sera un hasard assez dirigé. Écoutez, ou regardez plutôt, c'est la danse de Maduro. A la guerra loca. Please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Voilà, et vous nous avez rejoint, Vincent Crouzet, merci beaucoup d'être là, et Galia Ackerman, l'expert en renseignement et l'historienne spécialiste du monde russe. Vincent Crouzet, vous qui êtes toujours agent de la DGSE. Je ne suis plus du tout, sinon ex-actuel. Vous serez éliminé dans le parking de TF1 en sortant. Tout à l'heure, à l'instant, Henri Guénaud disait, pour renverser un Maduro, il faut plus qu'un ou deux bombardements. Il faut au moins une opération sur le terrain, vous le pensez aussi ? Oui, ou bien un soulèvement de la population vénézuélienne. C'est ce que souhaite Trump, en fait. C'est réussir à dégager Maduro du Venezuela sans engager les Marines, notamment les Marines qui se trouvent à Porto Rico. C'est une chose. Maintenant, il faut faire attention parce que si la situation se cristallise trop longtemps, il peut y avoir aussi un mouvement de solidarité de ce qu'on appelle le Sud global, etc. Et puis voilà, il y a ce genre aussi de manifestations, de communication. Ça rappelle un peu Tintin chez les Picaros. Assez sympathiques, qui peuvent rendre sympathique un régime qui ne l'est pas du tout. C'est un régime de corruption autoritaire avec une répression terrible. Donc il faut se méfier quand même de la latence en matière de confrontation. Et quand c'est le moment, il faut y aller. Alors il faudra peut-être aussi que les Américains prennent le risque de s'engager militairement et de poser un pied sur le sol vénézuélien.
Galia Ackerman, on sait que la Russie, prudemment, la Russie théoriquement est alliée de Maduro, mais elle est restée un peu en dehors pour l'instant. Oui, bien sûr. Je pense surtout que Vladimir Poutine a beaucoup de chats à fouetter, et notamment l'histoire de l'Ukraine l'occupe. C'est pareil comme avec Cuba. Ils soutiennent Cuba depuis des années, mais je ne pense pas qu'ils interviendraient militairement, même si le régime de Trump essaie de renverser Cuba. Moi, je pense que Maduro est quand même fragilisé. Maduro, ça n'est pas Chavez, hein, son prédécesseur. Et il faudrait regarder de près les liens entre Maduro et l'armée. Si Trump arrive avec ses frappes, en effet, sans mettre des soldats au sol, avec sa pression, il a quand même amené une armada entre Cuba et la côte du Venezuela, une armada qui pèse lourd, avec tous les avions que vous avez montrés tout à l'heure, qui pourraient bombarder. Donc il se peut qu'à un moment donné, une partie de l'armée vénézuélienne s'inquiète. Et effectivement, on pourrait aussi avoir un mouvement de ce côté-là, et pas seulement un mouvement populaire. Et puis par ailleurs, il y a tous les émigrés, puisque au départ, effectivement, Trump reprochait au Venezuela d'envoyer sciemment quelques millions d'émigrés aux États-Unis. C'est vrai, il y a 4 millions d'émigrés, ou peut-être plus, et que ces émigrés ont joué un rôle. Et puis enfin, pour finir, le comité Nobel de la paix, c'est une ironie, donne un coup de main à Trump en donnant le prix Nobel de la paix à la rivale de Maduro, qui d'ailleurs a dédié son prix Nobel à Trump en disant « dévissez Maduro ». La mère des batailles, ça risque de se produire en Chine. C'est évidemment la grande affaire pour les Américains et peut-être pour le monde. Regardez ces exercices militaires chinois. Là encore, c'est en cours cette fin d'année. Les navires de guerre, les bateaux, des gardes-côtes chinois. Vous voyez les moyens terrestres, les trains. Tout ça est mobilisé dans une intervention possible, en vue d'une intervention possible sur Taïwan, exercice militaire de très grande ampleur, et Xi Jinping, en cette fin d'année 2025, bientôt 2026, Xi Jinping réitère la volonté, tôt ou tard, mais plutôt tôt que tard, de prendre Taïwan. Les peuples des deux côtés du détroit de Taïwan sont liés par le sang. La réunification de notre mère patrie, tendance inarrêtable de notre époque, est irréversible. Voilà, restons sur les images des exercices. Pete Hegseth s'est vu présenter un rapport secret où il apprenait, Vincent Crouzet, que peut-être même le porte-avions Ford pourrait être détruit par les Chinois. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que les Chinois sont devenus si puissants? Bon, les Chinois sont en pleine montée de gamme, notamment concernant leur marine. Pour l'instant, ils n'ont que 3 porte-avions, dont 2 opérationnels. Ils vont monter très rapidement à 11 d'ici l'horizon 2030, faisant donc de la marine chinoise la toute première du monde, ou presque, avec celle des États-Unis. Comment c'est possible? On vivait quand même dans l'illusion que les États-Unis d'Amérique, par la puissance, l'avancée technologique, etc., puis on a ce préjugé que la démocratie, à la fin, est plus forte que les dictatures. Là, tout à coup, on doute. Mais là, on a eu un empire en pleine croissance. C'est un peu moins le cas depuis quelques mois. Mais on avait un empire en pleine croissance qui a su générer de la croissance, de l'énergie et surtout sans partie prenante en face qui viennent bloquer le processus. C'est là le grand problème. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Chinois nous rappellent un petit peu à l'ordre. La focale est mise sur le conflit russo-ukrainien, sur les négociations à Washington. Donc là, ils toquent un peu en disant « Attention, nous on est là et on sera bientôt demain la première puissance du monde ». Et in fine, ce qu'ils souhaitent à l'arrivée, c'est certainement un rapprochement sino-américain sur des bases commerciales, comme Mao et Nixon en 1972, et là marginalisant totalement la Russie. Est-ce que ça vous fait peur? Pardon, c'est la plus grande dictature du monde. La Chine, c'est la plus grande dictature du monde. On rêvait, rappelez-vous, 89. Alors, on disait, voilà, ça va se démocratiser, le monde sera heureux, etc. On n'en est pas là. Non. On n'est pas là, je pense que ça devrait nous faire peur, mais en même temps, la Chine n'a pas, à part Taïwan, c'est bien sûr un énorme à part, mais la Chine n'a pas d'autres velléités, alors que la Russie est une puissance... Les Ouïghours, le génocide ouïghour, un petit génocide derrière les fagots, on ne peut pas dire que ce soit négligeable. Attendez. Oui, c'est un génocide d'Ouïghours, mais c'est les Ouïghours, c'est les 50 millions d'Ouïghours qui vivent sur le territoire de la Chine, déjà.
Oui. C'est un peu comme les Tchétchènes, mutatis mutandis. Oui, mais on ne peut pas dire, oh, c'est pas grave, c'est dans le territoire de la Non, Chine, je c'est ne un dis génocide, pas, c'est un je ne génocide. dis pas. Mais je dis que la Chine, pour l'instant, peut-être ça va changer. Elle menace Taïwan, mais elle ne menace pas tous azimuts. Alors que Est-ce qu'on est faible? Est-ce qu'on a peur? Moi, je peux vous dire, je ne veux pas citer les noms par charité, mais des dirigeants européens, etc., qui sont très courageux dans certains cas, on leur dit question sur les Ouïghours, ils disent ah non, là je préfère pas, si on pouvait éviter la question, ça nous embête parce qu'on a envie de faire des affaires plutôt que de défendre les droits. écoutez, c'est malheureusement pas le seul peuple qui est opprimé. On peut aussi soulever la question kurde, par exemple. Et donc, ce qui est important, c'est que, encore une fois, ils n'ont pas de velléité. Excusez-moi. Est-ce que c'est là, prenez votre souffle, est-ce que c'est de la guerre pendant ce temps inévitable? Écoutez, Pitexet. Pardon, on a mangé du foie gras c'est en très coulisses avec Sam Sandern qui organise le réveillon. Et vous êtes d'une très grande élégance. Je souligne dans quelques instants, on continue cette soirée en direct, on verra les feux d'artifice, et je souligne l'élégance et de Galia Ackerman et évidemment de Vincent Crouzet. Vous êtes toujours l'ambassadeur. Écoutez, Pitexet, et là on est dans un degré de gravité, s'il a raison, puisqu'il dit nous sommes aujourd'hui en 1939. Nous vivons un moment comparable à celui de 1939 ou, espérons-le, à celui de 1981. Un moment où l'urgence est grandissante. Les ennemis se rassemblent, les menaces s'intensifient, vous le sentez, je le sens. Si nous voulons être prévoyants et éviter la guerre, ce que nous souhaitons tous, nous devons nous préparer dès maintenant. Nos adversaires ne restent pas les bras croisés, ils agissent rapidement. Ils développent et déploient de nouvelles capacités à un rythme qui devrait faire réfléchir tous les Américains. Blanche-Maison, cette formule terrible, on est en 39, donc après 39, il y a 40. Pense-t-il qu'ils vont à la guerre avec la Chine? Je pense surtout qu'il bat le rappel derrière les États-Unis d'Amérique. C'est ça que ça signifie. On est en 39, ça n'a pas grand sens parce que ces analogies historiques sur des circonstances qui sont complètement différentes n'ont pas grand sens. En réalité, il bat le rappel pour que tout le monde s'aligne derrière les États-Unis et notamment face en effet à l'émergence de la Chine qui est irréversible parce que la Chine a tout misé sur l'économie et que son économie, en effet, est maintenant la deuxième du monde et qu'elle pourrait devenir la première dans quelques années. Alors effectivement, pour protéger ces lignes d'approvisionnement, elle construit à marche forcée une marine, parce qu'il faut protéger les lignes d'approvisionnement quand l'économie croît. C'est ça la marine, effectivement. C'est pas forcément pour des raisons d'agressivité vis-à-vis de... Et puis par ailleurs, comme on le sait, les Chinois, à tort ou à raison, considèrent qu'ils sont encerclés par un chapelet d'îles, à commencer par l'archipel du Japon, les bases américaines et les Philippines, qui sont en effet des endroits où il y a des bases hostiles, des bases américaines, et que par conséquent, il faut qu'ils aient une marine puissante pour pouvoir accéder librement à l'océan Pacifique. Est-ce que vous croyez que les Américains pourront aller à la guerre? Dans l'histoire américaine, il y a beaucoup de coups tordus, pour la bonne ou la mauvaise cause, chacun est juge, mais ils ont renversé des régimes en Amérique du Sud, ils ont envahi l'Irak, crime de guerre assumé, Bush n'a jamais été jugé, enfin voilà, chaque fois, ils sont très audacieux. Ceux qui les défendent disent courageux. Est-ce que face à la Chine, ils peuvent tenter quelque chose? Alors déjà, Darius, je ne les trouve pas très courageux au cours des derniers mois. On a vu qu'ils se sont engagés de très loin, avec des frappes aériennes, avec les B-2 sur l'Iran, avec on voit le marteau qui écrase les mouches au Venezuela, avec les embarcations de narcos, etc. On a vu un petit peu la tragicomédie, malheureusement, au Nigeria, avec une province où il n'y a quasiment aucun combattant de Boko Haram ou d'État islamique qui a été bombardé, avec des villages où il n'y avait pas un seul djihadiste. Et qui a été sauvagement bombardé par les frappes américaines. Non, moi je pense qu'au contraire, il y a un véritable désengagement des États-Unis en termes de modus operandi, d'engagement des troupes. Mais là, sur la Chine, on sent qu'ils sont réellement inquiets. Ouais, ils sont inquiets, mais Darius, honnêtement, les Chinois ont besoin des États-Unis pour maintenir leur croissance et leur commerce international. Et les banques chinoises sont interdépendantes de l'économie américaine. Et pour les Américains, pareil. La Chine est un véritable Eldorado. Donc je crois plus à un rapprochement demain qu'à un conflit, malgré toutes les gesticulations autour de l'île de Taïwan.
Oui, je crois que moi je suis d'accord avec ce diagnostic. La Chine, évidemment, menace pour le moment la primauté des États-Unis. Et il y aura en effet des disputes, des conflits. Mais on a bien vu comment la Chine réagit. Elle ne réagit pas du tout comme l'Europe. Quand les États-Unis la menacent de droits de douane exorbitants, eh bien, elle rétorque en disant « si vous faites ça, je fais encore pire. Par exemple, j'interdirais l'exportation des terres rares, ce qui mettrait toute la Silicon Valley à plat. Et par conséquent, une négociation s'engage.